Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo de la partie 2 concernant le chapitre sur les interactions fondamentales. Alors bon, comme vous pouvez le voir, c'était à l'origine censé être le premier chapitre de cette partie, puis finalement j'ai préféré terminer par lui, histoire de commencer tranquillement par la pression et la description des mouvements, et finir sur ces notions-là. Alors, comme d'habitude, je vous mets ici quelles sont les parties, enfin quelles sont les notions à connaître dans cette partie. Donc vous allez avoir beaucoup de nouvelles notions là, on va les passer en revue une par une. Alors, un petit rappel d'abord qui sera un petit peu utile dans le chapitre, qui sera très utile plus tard, donc je vous en reparlerai probablement. Pour rappel, l'atome, qui a donc été longtemps considéré comme la particule la plus petite qui existait dans l'univers, mais qui en fait s'est avéré être constituée de particules encore plus petites, possède en son sein des particules qui sont chargées électriquement, des électrons chargés négativement et les protons dans son noyau chargés positivement. Mais un atome, pour être à l'équilibre, est électriquement neutre, c'est-à-dire qu'il a autant d'électrons qui tournent autour que de protons en son cœur. D'accord ? Voilà, donc on a une façon de l'écrire, elle est notée ici, X étant le symbole choisi pour représenter l'atome, par exemple C pour le carbone, N pour l'azote, Z étant le nombre de protons qu'il y a dans son noyau et A étant le nombre de particules qu'il y a en tout dans le noyau, c'est-à-dire protons plus neutrons. D'accord ? Z, on l'appelle aussi le nombre de charges, puisque dans le noyau, il n'y a que les protons qui possèdent une charge électrique. Et A, on l'appelle le nombre de masses, pour la bonne raison que le noyau est quasiment intégralement responsable de la masse de l'atome, puisque les électrons ont une masse qui est extrêmement faible. Donc finalement, quand vous avez le nombre de particules dans le noyau, qu'on appelle les nucléons, quand vous avez ce nombre-là, en fait, vous pouvez en déduire très facilement la masse de l'atome. D'accord ? Bien, voilà très rapidement. De toute façon, on va revenir dessus plus tard. Donc voilà, c'est juste pour vous rappeler que dans l'atome, il y a des charges électriques. Ok, donc tout ça, je vous l'ai dit, résumé juste avant. Juste une petite chose, là, je vous donne la valeur exacte de cette fameuse charge électrique possédée par le proton et par l'électron. Vous pouvez remarquer que la charge est la même, à ceci près que pour le proton, elle est positive, alors que pour l'électron, elle est négative. Mais sinon, la valeur est la même, d'accord? Alors, je vous rappelle aussi, l'unité d'une charge électrique, c'est le coulomb, d'accord? Bon, je ne peux pas aller plus loin sur les détails techniques de c'est quoi une charge électrique, c'est quoi un coulomb, tout ça. C'est malheureusement des considérations qui sont un peu compliquées, donc faut que vous l'acceptiez, ces particules ont une charge électrique. Donc, comme je vous l'ai dit, la masse d'un atome, c'est pratiquement celle de son noyau. Donc, il suffit de multiplier la masse d'un nucléon par le nombre de nucléons qu'il y a dans son cœur, et vous avez la masse de l'atome. Et pour rappel, ce qu'on appelle des isotopes, ce sont deux atomes qui ont le même nombre de protons, donc, mais qui ont des nombres de neutrons, et donc de nucléons, différents. Par exemple, le carbone 14 et le carbone 12, ce sont deux atomes de carbone, donc ils ont forcément 6 protons en leur cœur. Par contre, il y en a un qui a 6 neutrons, et l'autre qui en a 8. Ce qui fait qu'effectivement, ils n'ont pas le même nombre de nucléons au final. Eh bien, on appelle ça des isotopes. D'accord ? Il se trouve qu'il y en a un qui est stable, c'est le carbone 12, et il y en a un qui n'est pas stable, qui va se désintégrer au cours du temps, c'est le carbone 14, que vous avez probablement déjà étudié en enseignement scientifique sur la radioactivité. Allez, on attaque maintenant les notions à connaître bien pour la première séance. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une interaction ? Eh bien, lorsque l'objet A, quelconque, peu importe les objets en question, si un objet exerce une action sur un autre objet, eh bien, l'autre objet va forcément exercer une action sur le premier, d'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça une interaction, ok? Quand vous appuyez sur une table, eh bien, la table va contrer, entre guillemets, cette action en vous soutenant, parce que si elle ne contrait pas, elle s'effondrerait. Donc, effectivement, vous avez bien une interaction. Vous exercez une action sur la table et la table exerce une action sur vous. Ces interactions, vous en avez partout. Vous en ressentez au quotidien quand vous êtes assis sur une chaise. La chaise exerce une action sur vous, la terre vous attire vers elle. Et donc, pour mieux les comprendre, on a décidé de développer un outil mathématique pour les modéliser qu'on appelle le vecteur force. Alors, le vecteur, c'est un outil que vous avez vu en mathématiques, on en a déjà parlé dans le chapitre d'avant. C'est un segment fléché qui donne un certain nombre d'informations. Donc, pour le premier, c'est ce qu'on appelle le point d'application, le départ, le point de départ de cette flèche. Au niveau des interactions, des forces,
Ce point d'application, c'est l'endroit où s'exerce cette force. Si la force est à distance, par exemple, c'est le cas de la gravité. La Terre vous attire à elle, mais à distance. Vous n'avez pas besoin d'être en contact avec la Terre pour être attiré par elle. Eh bien, on fait partir cette flèche du centre de l'objet, pour faire simple. Par contre, si c'est une action de contact, qui nécessite réellement un contact, eh bien là, on fait partir le vecteur du point de contact entre les deux objets. D'accord? Ça, c'est le point d'application. Ensuite, vous avez une direction. C'est la droite. On appelle ça aussi la droite d'action. C'est la droite sur laquelle s'exerce cette force. D'accord? Par exemple, pour la gravité, c'est une action qui est verticale, qui nous attire vers le centre de la Terre. Eh bien, la direction, on dit que c'est la direction verticale. Le sens, c'est le sens de la flèche. Dans le cas du poids, par exemple, la Terre nous attire vers le centre, donc vers le bas. Donc la direction, c'est vertical, et le sens, vers le bas. D'accord? Et ensuite, sa norme, c'est la longueur de ce vecteur. C'est quelle est l'intensité de cette force. D'accord? Par exemple, un objet léger est moins attiré qu'un objet lourd. Donc, le vecteur force sera plus petit pour un objet léger, si on veut représenter la force exercée par la Terre. Le vecteur sera plus petit pour un objet léger que pour un objet lourd. D'accord? Voilà. Alors vous avez un exemple en dessous avec une bille qui subit deux forces, son poids et la réaction du support. D'accord? Le poids, il est forcément vers le bas, d'accord, vers le centre de la Terre. Voilà, donc on vous donne une échelle, on vous dit qu'un centimètre représente 2 newtons. Bon ben voilà, on vous l'a représenté de cette manière. Et la réaction du support est toujours perpendiculaire au support, d'accord? Donc là, c'est pour ça que ce R, là, la force exercée par le support, est orientée dans cette direction. Et remarquez bien que le poids part du centre de la bille, alors que la réaction du support part du point de contact entre le support et la bille. D'accord? Bien. Alors, nouvelle notion, c'est la notion de champ. Alors, le champ, un champ, c'est une grandeur physique qu'on va associer à chaque point de l'espace. D'accord? Je vais vous montrer un exemple après, vous allez voir, c'est plutôt simple, au début en tout cas. Il y a deux types de champs. Le champ scalaire, c'est-à-dire que vous prenez une portion d'espace et à chaque point de l'espace, vous lui affectez une valeur. Ok, je vous donne un exemple juste après, ça va vous parler tout de suite. Alors qu'un champ vectoriel, eh bien, en chaque point de l'espace, ce n'est pas une valeur que vous lui attribuez, c'est un vecteur. D'accord? Et on parle d'un champ uniforme si, en tout point de cet espace, la grandeur a les mêmes caractéristiques. Donc, soit c'est un champ scalaire et donc la valeur est la même partout, soit c'est un champ vectoriel et le vecteur est le même partout. On parle d'un champ uniforme. D'accord? Bien. Un exemple tout de suite de champ, eh bien c'est typiquement les cartes météo qu'on vous montre tous les jours aux infos. En termes de champ scalaire, donc je vais vous aider, c'est-à-dire que je vais plus ou moins répondre aux questions qui sont en dessous. En termes de champ scalaire, eh bien vous avez ici la carte des températures, c'est-à-dire qu'à chaque point de l'espace, on lui affecte une température, d'accord? Alors qu'à côté, vous avez la carte des vents et vous pouvez voir que là, cette fois-ci, c'est un vecteur qu'on représente, c'est-à-dire qu'on montre le sens du vent, d'accord? Il n'y a pas qu'une question de vitesse du vent. Voilà, ça peut vous aider à comprendre la notion de vecteur là-dessus, c'est-à-dire que chaque flèche, non seulement va vous donner la vitesse du vent, d'accord, mais va aussi vous donner sa direction et son sens. Ok? Alors, je sais, c'est compliqué dans la vie de tous les jours, quand on parle de direction, c'est quand on pointe dans une direction précise. En physique, malheureusement, la direction n'a pas le même sens. C'est le cas de le dire. La direction, encore une fois, c'est une droite, alors que le sens, c'est là où pointe la flèche. Alors, à la notion de champ, je dois y rajouter cette notion de ligne de champ. Donc là, c'est dans le cas où vous avez un champ vectoriel, d'accord? C'est-à-dire qu'en tout point, vous y représentez un vecteur. Une ligne de champ, c'est une ligne, ça se tient, qui est tracée dans l'espace. En tout point de cette ligne, cela signifie que le champ est tangent à cette ligne et son sens est celui de la ligne. Alors, que je m'explique, c'est-à-dire que vous allez en tout point tracer un vecteur, d'accord? Et ensuite, en fait, vous allez voir que finalement, ces vecteurs tracent une trajectoire. Vous allez voir, on va le faire en classe, mais vous allez voir que vous avez un schéma un peu qui apparaît dans certains cas. Et donc, plutôt que d'avoir une carte où on va représenter des tonnes et des tonnes de vecteurs, eh bien, on s'est rendu compte qu'on pouvait directement tracer ce qu'on appelle des lignes de champ qui vous indiquent en fait en chaque point vers où pointe ce vecteur. D'accord?
J'espère que ça va. De toute façon, encore une fois, ces lignes de champ, vous allez les tracer en classe. Ça va mieux vous parler, hein, mais voilà, je voulais que vous ayez un début de notion là-dessus. Alors, schémas que je vous montre en dessous, hein, je vais vous les expliquer au fur et à mesure lorsqu'on va arriver à ces notions-là, hein. Mais voilà, en gros, une ligne de champ permet de représenter plus facilement un champ de vecteurs. D'accord? Alors donc, première interaction que nous allons voir sur les deux, hein, que nous abordons dans ce chapitre, il y a l'interaction gravitationnelle que vous connaissez déjà. Donc c'est à nouveau Newton, hein, qui a découvert que deux objets qui ont une masse exercent l'un sur l'autre une interaction gravitationnelle. Ils s'attirent mutuellement par le simple fait qu'ils aient une masse. D'accord? C'est cette force, donc le côté modélisation, hein, de cette interaction, on l'écrit, vous voyez là, hein, par exemple, ici, la force qu'on trace au niveau de l'objet A, c'est la force exercée par l'objet B sur l'objet A. Donc on l'écrit F pour force, 2B sur A. Regardez à l'inverse, hein, sur l'objet B, on écrit la force exercée par A sur B. D'accord? Ces deux forces ont la même direction, elles ont des sens opposés et elles ont la même valeur. Et donc pour calculer la force exercée par A sur B, eh bien, c'est simple, hein, la formule, c'est la masse de l'objet A fois la masse de l'objet B, divisé par la distance qui les sépare au carré, attention, la distance en mètres et les masses en kilogrammes, hein, fois une constante, grand G, qui est égale à 6,67 fois 10 puissance moins 11. Normalement, on vous le donnera systématiquement, mais vous allez finir par la retenir, hein. Et donc là, vous avez la valeur de la force, d'accord? Bien, eh bien, cette formule, on peut également la représenter sous sa forme vectorielle. Sous sa forme vectorielle, hein, ça donne ça, c'est-à-dire que cette fois-ci la force, avec écrit sous sa forme vectorielle, hein, c'est égal à toujours m la masse de A fois la masse de B divisé par la distance au carré fois G. Mais cette fois-ci, on y rajoute un moins par rapport à un vecteur UAB. Alors que je vous explique ça. Là, on veut la force exercée par A sur B. Dans ce cas-là, en fait, on définit un petit vecteur U qui va de A, qui pointe de A vers B, d'accord? Mais dont la norme, hein, la longueur, est de 1. Ok, comme ça, au moins, ça ne joue pas. Sa longueur est de 1. Eh bien, si on regarde bien, la force exercée par A sur B, vous partez de B, et effectivement, comme l'objet B est attiré par A, vous voyez que la flèche, elle pointe dans l'autre sens que le vecteur UAB. D'où l'apparition de ce moins, d'accord? La valeur de cette force est toujours G fois MA fois MB divisé par la distance au carré. Mais par rapport à ce petit vecteur unitaire là, il faut y rajouter un moins parce que la force pointe dans l'autre sens. D'accord? Et donc la force exercée par A sur B est égale à moins la force de B exercée sur A, puisque comme vous pouvez le voir ici, hein, elles ont la même longueur, mais par contre leur sens est opposé. Bien, j'espère que vous avez bien travaillé les vecteurs en mathématiques, que je ne vais pas avoir à vous faire un cours de mathématiques, parce que bon, les vecteurs, c'est pas forcément la notion la plus facile à aborder, mais normalement, c'est déjà fait tout ça, donc ça devrait vous parler ce que je suis en train de vous expliquer là. Alors ensuite, la nouvelle notion abordée, hein, c'est ce qu'on appelle le champ gravitationnel. Alors un champ gravitationnel, hein, il y a un champ gravitationnel si lorsque vous placez un objet qui a une certaine masse, il subit une force gravitationnelle due à autre chose, que ce soit un objet ou plusieurs objets, hein. Si vous le placez quelque part et qu'il ne ressent rien, c'est qu'il n'y a pas de champ gravitationnel. D'accord? Par contre, si vous le placez et qu'il ressent une force gravitationnelle, on dit qu'il y a un champ gravitationnel. Et pour calculer en chaque point le champ gravitationnel, hein, eh bien, on se dit, si en ce point-là, l'objet de masse m subit telle force de gravitation, eh bien, en ce point, le champ de gravitation, hein, ça sera cette force divisée par la masse de l'objet en question. D'accord? Donc, bon, vous verrez, on le fera en classe, une application, c'est pas hyper compliqué, hein, mais voilà. Le champ gravitationnel, c'est tout simplement la force gravitationnelle que subit un objet divisée par la propre masse de cet objet. D'accord? Donc si vous vous souvenez bien, hein, la formule pour calculer la force gravitationnelle, hein, c'est la masse de l'objet fois grand G fois la masse de l'autre objet divisé par la distance qui les sépare au carré, hein. Bon, eh bien, si vous isolez la masse de l'objet étudié, ben, vous vous retrouvez avec les autres grandeurs, hein, qui forment en fait ce qu'on appelle le champ gravitationnel G. Attention, c'est là que c'est un peu pénible, hein, le champ gravitationnel G
n'est pas à confondre avec la constante de gravitation grand G qui pourtant a la même lettre. C'est un des petits problèmes de ce chapitre, hein. Deux grandeurs assez différentes ont la même lettre pour les représenter. Et donc voilà, hein, comment on aurait besoin de représenter ce champ gravitationnel. C'est-à-dire quel que soit l'objet ou quel que soit l'endroit où vous placez un objet, il va être attiré par la Terre, hein, donc le champ gravitationnel est représenté ainsi. D'accord? L'interaction électrostatique, alors elle a à peu près, vous allez voir, elle ressemble beaucoup à l'interaction gravitationnelle au niveau de sa formule, hein, mais cette fois-ci, c'est une action, une force, hein, qui s'exerce entre deux objets ayant une charge électrique. D'accord? Pour la calculer, cette force, c'est égal à une constante K. Donc à faire le parallèle avec l'attraction gravitationnelle, vous avez une constante G, ben là il y a une constante K qui vaut autre chose, hein, fois la charge électrique du premier objet fois la charge électrique du deuxième objet divisé par la distance qui les sépare au carré. Oui, cette formule ressemble énormément à la force gravitationnelle. Beaucoup d'analogies peuvent être faites entre les deux, hein, mais en tout cas, effectivement, pour la retenir, c'est moins difficile quand on voit qu'elle ressemble quand même beaucoup à celle de l'attraction gravitationnelle. Par contre, cette fois-ci, le sens de la force dépend des signes des charges. Si vous avez bien vu, là, pour calculer la force, hein, j'y ai mis une valeur absolue, c'est-à-dire qu'on ignore s'il y a des charges électriques qui sont négatives là-dedans. Elles interviennent, ces signes, hein, ils interviennent pour effectivement déterminer le sens de la force. C'est-à-dire que si les deux objets ont le même signe, ils vont se repousser. D'accord? Alors que si les signes sont opposés, ils vont s'attirer. D'accord? Donc je vais vous montrer la version vectorielle, hein, mais voilà, ça c'est important, hein. Deux objets de même charge vont se repousser, alors que de charges opposées, ils vont s'attirer. C'est exactement comme les aimants. Ce qui donne une version vectorielle, hein, qui est écrite là, hein. Donc si vous avez besoin de connaître la force exercée par A sur B, vous voyez qu'on trace toujours ce vecteur unitaire, hein, comme on l'appelle, de A vers B, hein, de longueur 1. Et donc cette version vectorielle, c'est K fois QA fois QB divisé par la distance au carré. Et donc, quand on regarde bien, hein, là on cherche la force exercée par A sur B. D'accord? Donc ça veut dire que cette force va partir du point B, puisque c'est la force qu'il subit. Eh bien, si les deux charges sont positives, on va trouver tout ça là, ça va être positif, donc ça veut dire que le vecteur va être orienté suivant UAB, c'est-à-dire vers l'arrière. Donc effectivement, la particule se retrouve bien repoussée par l'objet A, d'accord? À l'inverse, si vous en avez un qui est chargé positivement et l'autre qui est chargé négativement, hein, le produit, la QA fois QB, va être donc négatif, c'est-à-dire que la force exercée par A sur B va être de sens opposé à UAB, et effectivement, cela signifie que l'objet B là, va être attiré par l'objet A. D'accord? Bon, si c'est pas très clair dans votre tête, on va avoir une bonne grosse séance de 2 heures là-dessus, très mathématique, vous allez adorer. Donc voilà, je m'arrête là, hein. Pour ce qui est du champ électrostatique, c'est pareil que pour le champ gravitationnel, hein. Il y a un champ électrostatique. Si lorsque vous prenez une charge et que vous la placez à un endroit, elle subit une force électrostatique en raison d'une autre ou de plusieurs autres particules. D'accord? Et là aussi, hein, c'est exactement pareil. Vous prenez la force électrostatique que subit un objet, vous la divisez par la charge de cet objet et vous allez trouver ce qu'on appelle le champ électrostatique. D'accord? Donc là aussi, c'est un champ vectoriel. Bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, hein, dans ce détail assez technique. On va faire des calculs en classe et vous aurez à les tracer. Donc. Et donc concernant les lignes de champ électrostatique, bon ben là je vous les mets ici, hein, donc je vous remets à côté le champ gravitationnel, hein, ligne de champ gravitationnel, et puis ben voilà, tout dépend, voilà, vous avez ici la ligne de champ produite par une charge négative, d'accord, donc les flèches vont vers la charge négative, alors que les lignes de champ produites par une charge positive, elles, quittent la charge, d'accord, s'éloignent de la charge, ok. Bon bref, on va pas aller plus loin là-dessus. Encore une fois, on a une séance bien chargée là-dessus, hein. Bien, si le principal, hein, en gros, essayer de comprendre en gros tout ce que je vous ai décrit, les formules, évidemment, de toute façon, vous allez avoir votre feuille avec toutes les questions à répondre là, hein. Je pense que vous allez bien vous éclater avec ça. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine séance.